Mathieu Bocoté, si on parle de musique, on parle d'art. Moi, je vais vous parler d'un poète bolchevique, Maïakovski, qui a fait des poèmes extraordinaires. Et le bolchevisme a donné ce qu'on sait. Leni Riefenstahl, la cinéaste de Hitler, qui a toujours nié d'être nazi, d'ailleurs, a fait des films super sur les congrès de Nuremberg. Ah non, mais c'est odieux. Mais c'est pas de ça dont je parle ici. C'est tout ce que je dis. Ça peut glisser vers tout ça. Tout peut déraper. Mais ce que je dis, c'est que l'esthétique politique n'appartient pas seulement aux totalitaires. Pensons, comme je le disais tantôt, même à la Troisième République, dans ce cas-là de plus beau. Pensons au général de Gaulle, dans les grands meetings du RPF. Pensons à Churchill, qui avait développé l'art oratoire de manière assez remarquable. Pensons au camp du oui. Entre des bouteilles de whisky. Mais oui, mais ça, c'était un homme qui en était un. C'était pas une pâle copie de l'humanité qui, comme on le voit aujourd'hui dans notre classe politique. Pensons aussi à Lucien Bouchard, dans les meetings du camp du oui en 1995 au Québec. Donc, l'esthétique... Il y avait un lyrisme. Hein? Oui, mais l'esthétique politique n'appartient pas seulement aux ennemis de la démocratie. Donc, je dis, Hollande, qui est un homme de gauche irréprochable, démocrate irréprochable, tout ça, mobilise ça. Dernier élément qui mérite d'être rappelé pour ce clip, c'est qu'il conduit, à partir de l'histoire, à partir de la musique, il conduit dans un présent qui n'est pas gestionnaire, mais qui est porteur d'enjeux forts. Quels étaient les enjeux forts de sa campagne? On peut être d'accord ou non, mais c'était l'État social, c'était la France de la diversité, vous connaissez mes critiques du multiculturalisme, mais de son point de vue, c'était légitime. C'était l'idée d'une France qui s'inscrit dans le monde de manière positive, qui ne se recroqueville plus. Eh bien, Hollande réussit à inscrire ces enjeux politiques dans, je dirais, une perspective noble plutôt que dans une perspective strictement gestionnaire. Donc, ce clip politique qui est un petit, 3 minutes, 2 minutes et demie, 4 minutes de publicité politique, témoignait de beaucoup d'intelligence du politique. Et c'est ce qui est intéressant. Je constate qu'au même moment, les autres clips de campagne étaient terriblement décevants, pédagogiques à outrance, avec un Sarkozy qui expliquait la crise, avec un Bayrou qui était ennuyant dans son centrisme chloroformé, avec Marine Le Pen qui voulait jouer à la professeure d'université alors qu'elle n'en a manifestement pas les moyens. Et on avait ici Hollande, homme de gauche, socialiste, d'une tradition qui n'a pourtant pas le sens du tragique politique, comprendre la vertu de cette vision du politique. Et ce qui m'étonne chez vous, excusez-moi Mathieu, je vous interromps, mais dans le texte que vous avez écrit, donc qu'on le retrouve dans le blog du Journal de Montréal du 14 avril dernier, qui s'intitule « La publicité politique pour les nuls », le titre est un petit peu fort, je trouve, pour ce que vous avez écrit. En tout cas, peu importe. Mais vous êtes conservateur, vous êtes contre l'utopie, vous êtes contre les lendemains qui chantent et tout ça. Vous êtes pour l'amélioration, mais raisonnable. Je crois que raisonnable, c'est ce qui vous caractérise davantage. Votre texte, vous parlez de portée symbolique, dimension passionnelle, d'inspirant, vous parlez de musique militaire, combattante. C'est pas un vocabulaire conservateur, hein? Ça dépend. Avez-vous viré capot? Non. Si vous définissez par le conservatisme, on peut avoir ça le style aplati du petit bourgeois. Oui, grisonnant. Je ne suis pas certain que ce soit le conservatisme tel que je l'entende. Pas encore, vous êtes encore jeune. Je dis dans le texte d'ailleurs, il y a en politique une dimension de transcendance. Il y a une transcendance propre à la cité. La gauche, historiquement, pense la transcendance dans le langage de l'utopie. La droite, lorsqu'elle n'est pas que gestionnaire, la pense dans le langage, je dirais, du tragique. C'est-à-dire, finalement, donnons 2 slogans. À gauche, sur les lendemains qui chantent. À droite, c'est la sueur et les larmes de Churchill. Bon. Oui. Eh bien, qu'on soit de gauche ou de droite, conservateur ou progressiste, réactionnaire ou révolutionnaire, il nous faut entretenir avec la politique un rapport qui n'est pas que gestionnaire. Il nous faut se rappeler que la politique, ce n'est pas l'État n'est pas qu'une agence parmi d'autres qui distribue et gère des biens sociaux. Il y a dans le fait de participer à la cité une part, je dirais, indispensable sur le plan anthropologique, sur le plan existentiel. L'être humain qui participe à la cité approfondit sa condition humaine. C'est une vérité qui nous vient d'Aristote et qu'on a, à mon avis, on n'aurait jamais dû oublier. Le problème des modernes, c'est qu'ils ont un rapport strictement clientéliste avec la politique. Qu'est-ce que l'État peut faire pour moi? Et on oublie que participer à la cité, ça améliore finalement l'homme. Ça l'inscrit dans le sens du collectif. Alors, l'homme est un zoon politikon, un animal politique. C'est ce que j'ai dit dans ce papier. C'est-à-dire la condition de l'expérience politique, c'est justement se rappeler qu'il y a une part de transcendance inévitable dans la cité. Ensuite, on gouvernera à gauche, on gouvernera à droite, on gouvernera au centre, mais à tout le moins, on ne s'aplatira pas dans la gestion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gérer, ça veut dire qu'il ne faut pas que gérer. Transcendance, c'est un vocabulaire un peu religieux, vous m'inquiétez, Mathieu. Dernière question. Il y a une part de sacré dans la cité. Arrêtez. Amour sacré de la patrie, certainement, comme disait la Marseillaise. Calmez-vous, Mathieu. Dernière question. Le Québec, là-dedans, est-ce qu'il peut s'inspirer, à tout le moins de ce clip, à tout le moins de ce qui s'est passé
passer dans cette... parce qu'on est un peu terne ici. Oui, je crois que nous sommes en ce moment, et il faut le voir dans les rues et tout ça, on le voit un peu partout, il y a le sentiment d'une fin de cycle politique, j'en ai souvent parlé. Le Québec est mûr, je crois, pour une espèce de régénération de sa conscience historique. Celui qui saura le mieux aujourd'hui mobiliser le langage de l'histoire pour le transcrire dans le présent, celui qui saura le mieux situer notre présent dans l'histoire québécoise. C'est difficile, ça, situer le présent. Où en sommes-nous? Celui qui saura nous déprendre d'une vision technicienne, technocratique de la politique. Celui qui saura, autrement dit, inscrire notre réalité dans un récit collectif, dans un récit national, mais celui-là, je dirais, définira les paramètres symboliques des années à venir, les paramètres de l'imaginaire politique. Vous parliez dans votre texte d'une publicité de l'an 2000 du Parti québécois assez éloquente. Oui, je parle ici c'est parce que j'y étais au Parti québécois ces années-là, j'étais au Congrès, et là, une publicité qui remontait de mémoire à Delorimier, qui conduisait ensuite Honoré Mercier, qui passait par Duplessis, qui passait par De Gaulle, qui passait par Lesage, qui passait par Daniel Johnson père, qui passait par René Lévesque, par tous les grands chefs, Bouchard, Parizeau, et qui inscrivait le projet de souveraineté dans l'histoire québécoise. Et je crois, là-dessus, je conclurai sur ça, que la bonne publicité politique ne devrait jamais appartenir aux stratèges, aux techniciens en marketing, aux gens qui savent dire que le mot changement dans la fadeur du quotidien. La bonne publicité politique, présuppose une sociologie très fine et très compréhensive de la réalité nationale. Elle présuppose un sens historique. La bonne publicité politique présuppose la conscience historique. Voilà quelque chose qu'on pourrait rappeler à ceux qui scribouillent des slogans pour des campagnes politiques termes. Mathieu Bock-Côté, merci infiniment.